Bonsoir à tous. Je suis chargé de mission du coup et je suis basé en Haute-Loire moi. Et du coup, je travaille donc avec notamment les collègues qui ont sont déjà intervenus sur les deux précédentes présentations. Du coup, sur le programme des paysans et des ailes dans nos campagnes. Donc, j'imagine que certains d'entre vous avaient participé à ces précédents numéros. Dans ce programme, on travaille avec des agriculteurs qui sont volontaires, mais donc je vous ai mis un oui, mais à quel point? Parce que bon, c'est pas pour vous dire comment essayer de sonder à quel point l'agriculteur que vous avez en face de vous est volontaire et est motivé, mais plutôt pour en gros bien tenir compte de la motivation de votre interlocuteur, mais aussi du temps qu'il a à disposition pour se lancer dans des aménagements ou dans des changements de pratique, mais aussi du coup tenir compte, donc je disais de son temps, de sa motivation, mais aussi forcément du fonctionnement de son exploitation, des éventuelles concessions qu'il est prêt à faire. Donc voilà, c'est quelques éléments que j'ai un peu regroupés dans oui, mais à quel point. Et enfin voilà, c'est aussi pour dire que je pense qu'il vaut mieux commencer par proposer des choses progressivement à votre interlocuteur plutôt que de proposer une liste trop longue d'aménagements ou de changements et que finalement une personne qui a moins le temps ou pour qui c'est un peu nouveau ou qui est un petit peu moins motivé, on va dire, ne sache pas par où commencer, et se démotive et finalement on va dire ne fasse pas grand-chose, enfin ou alors n'aille pas aussi loin que ce que vous espériez ou que ce qu'il aurait pu le faire si on y était allé, on va dire plus progressivement. Alors, les diapositives. Alors, en fait, j'ai un problème au niveau des diapositives. Bon, c'est pas grave, le titre va toujours s'afficher un petit peu en décalé. Hop. Donc, ensuite, j'ai tendance à différencier le fait d'avoir une approche qui va être globale, donc une réflexion vraiment à l'échelle de l'exploitation avec laquelle on peut travailler, ou une échelle même éventuellement à l'échelle d'un ensemble d'exploitations agricoles, d'une entrée plutôt espèce, où on va avoir un objectif qui va être peut-être euh, pas plus ponctuel, mais en tout cas qui va viser le retour ou le maintien d'une espèce en particulier. Ça va être un petit peu différent. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu les deux, mais on va peut-être aborder un peu plus l'approche globale. Et finalement, pour l'entrée espèce, ça va beaucoup passer sur, enfin, pour savoir comment procéder, ça passe beaucoup finalement par se renseigner sur la biologie des espèces, pour savoir connaître ses besoins et du coup, voilà, réussir à soit maintenir les éléments qui sont importants pour cette espèce, ou alors, euh, restaurer les éléments dont ils ont besoin. Après, j'ai mis une flèche entre les deux approches parce que, bien entendu, les deux approches, elles sont pas exclusives. Il y a des aménagements ou des changements de pratique qui permettent de préserver une espèce, mais qui vont avoir des répercussions positives pour plein d'autres espèces. C'est voilà le concept d'espèce parapluie, c'est tout à fait ça. C'est donc en gros des espèces qui ont des besoins qui se recoupent en fait avec d'autres espèces. Du coup, si on offre pour l'espèce en question, ça va avoir des effets bénéfiques pour les autres espèces. Et ensuite, du coup, une dernière diapositive un peu, on va dire, de blabla. C'est du coup en gros, que les aménagements ou les changements de pratique qu'on va proposer à l'agriculteur doivent répondre aussi à la demande de l'agriculteur. On travaille avec des agriculteurs qui sont volontaires, mais il faut qu'on s'adapte à ses envies aussi, même si forcément ces envies elles vont évoluer aussi en fonction des conversations qu'on va pouvoir avoir avec lui et du coup des informations qu'on va pouvoir lui apporter. Et du coup, j'ai tendance à différencier, on va dire, un objectif de préservation de la nature ou préservation d'espèces qui sont en déclin, donc d'une approche plus de recherche de services que peuvent rendre du coup la nature à l'exploitation agricole. Et comme pour la diapo précédente, les deux approches sont pas exclusives. Quand on va chercher à préserver une espèce
auxiliaires. Donc, admettons un oiseau qui va pouvoir nous rendre service sur une exploitation agricole. Et bien, finalement, ce qu'on va mettre en place pour cette espèce, ça va œuvrer à la préservation de cette espèce, et puis ça va pouvoir éventuellement aussi participer à la sauvegarde d'autres espèces. Donc voilà, je différencie un petit peu les deux parce que l'objectif initial peut être un petit peu différent, même si finalement les deux approches se recoupent un petit peu et sont finalement assez liées. Voilà, donc maintenant, comment aborder les choses, on va dire. Si on a un exploitant agricole qui nous contacte, et donc notamment quelqu'un qui a l'air d'être voilà, très motivé et très à l'écoute de ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est avant de faire des propositions d'aménagement, de tout de suite d'aller droit au but et éventuellement d'aller trop vite en besogne, c'est finalement de caractériser l'existant et de se renseigner sur l'exploitation agricole. Donc, savoir quel type de production, le nombre de salariés sur l'exploitation, mais également les surfaces qui sont en gestion par l'agriculteur. En fait, toutes les informations que je vous ai listées sur la gauche de la diapositive, ça va permettre de connaître en fait les contraintes de l'exploitation, les particularités qu'il peut y avoir sur certaines parcelles, le type de gestion qui est pratiqué, et donc un ensemble d'éléments qui vont, dans certains cas, conditionner finalement les aménagements qu'on va pouvoir proposer, et également les éventuellement changements de pratique, ou maintien de pratique, maintien d'éléments favorables à la biodiversité, ou installation ou réalisation d'aménagements, quoi. Donc c'est pour ça que donc, voilà, j'aborde les choses quand même comme ça, parce que le but c'est de ne pas partir directement sur des propositions sans bien connaître déjà l'exploitation à laquelle on a affaire. Et puis en plus de ça, la collecte de tous ces éléments, c'est un bon prétexte pour, donc je reviens à ce qu'a dû un peu vous dire Clément, c'est que c'est un bon prétexte pour engager la conversation avec l'agriculteur. Ça permet de montrer aussi qu'on s'intéresse à son métier, qu'on s'intéresse du coup même à la vie de notre interlocuteur, et que du coup, voilà, c'est ce qui va permettre aussi d'installer, on va dire, une certaine relation avec l'agriculteur, et peut-être aussi une meilleure réception euh, de nos préconisations, quoi. Si on montre qu'on a bien tenu compte de la, de la configuration, du type d'exploitation à laquelle on a affaire, finalement, normalement, on devrait faire des propositions qui sont peut-être plus pertinentes. Donc, outre les informations collectées sur l'exploitation en tant que telle, après, si on part du coup vraiment sur les aménagements qui vont être favorables à la biodiversité, c'est pareil. Donc, c'est collecter des informations sur toutes les infrastructures, tous les éléments paysagers qui peuvent être déjà favorables à la biodiversité. On ne va pas aborder la même chose entre une exploitation où il y a déjà beaucoup d'éléments paysagers, d'infrastructures qui vont être favorables à la biodiversité, qu'avec une exploitation où on va dire c'est peut-être un petit peu nouveau, ou sur lequel il y a eu plus de dégâts dans le passé. Donc là, finalement, on va avoir des propositions d'aménagement et de changement de pratique qui vont être un peu différents. Donc, quand je dis, voilà, j'utilise des mots un peu pompeux, là, diagnostic paysager, éléments structurants du paysage, finalement, c'est faire avoir une idée globalement de la quantité d'arbres, de haies sur l'exploitation. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas? Quelle quantité il y en a? De quel type sont ces éléments? Donc, quel type de haies on a sur l'exploitation? Est-ce que ce sont des haies récentes? Est-ce que ce sont des pluristratifiées, etc. Donc, ces éléments déjà listés. Et puis, donc ça, c'était pour les arbres, que ce soit arbres isolés ou haies. Et puis après, voilà, tous les autres éléments qu'on sait qui peuvent être favorables à la biodiversité. Donc, tous les éléments aquatiques, les mares, les cours d'eau, les canaux, les fossés, etc. Les éventuels perchoirs ou nichoirs qui ont pu déjà être installés sur l'exploitation, mais aussi les perchoirs naturels, les murets, les zones humides, etc., etc. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le bâti agricole et éventuellement du coup les ruines, mais notamment le bâti agricole, on ne va pas avoir forcément le même potentiel d'accueil sur des bâtiments récents ou des bâtiments anciens. Et donc pareil, ça va pouvoir conditionner aussi les préconisations qu'on va pouvoir faire à l'agriculteur, de regarder du coup à quoi ressemblent du coup ces bâtiments, et du coup aussi ce qu'on va éventuellement aussi pouvoir réaliser sur ces bâtiments. Voilà, donc
Après, un petit schéma pour vous montrer voilà, deux types de paysages bien différents et avec en haut à gauche du coup un paysage qui va être a priori favorable à un plus grand nombre d'espèces et donc qui va accueillir une biodiversité plus importante en haut à gauche du coup et avec en haut à droite un paysage qui va être un peu plus on va dire plus simple et dans lequel on va avoir peut-être moins d'espèces qui peuvent y effectuer leur cycle de vie. Donc, en plus des éléments paysagers, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est du coup la répartition des différents types de cultures, des prairies sur l'exploitation. Donc, c'est regarder en fait ce qu'on appelle l'assolement, c'est regarder voilà la répartition l'affectation des sols en fait sur les différentes parcelles de l'agriculteur et puis aussi où est-ce qu'elles sont situées ces différentes parcelles. Donc ça peut être fait à l'échelle de l'exploitation, mais également à l'échelle d'un ensemble d'exploitations. On doit regarder aussi, du coup, même si on travaille avec une seule exploitation agricole, de regarder qu'est-ce qu'il y a comme culture ou qu'est-ce qu'il y a comme, oui, qu'est-ce qu'il y a comme culture, comme type de prairie, comme assolement sur les parcelles voisines et de tenir compte du coup de ces informations pour nos préconisations. Finalement, du coup, c'est regarder à l'échelle de l'exploitation quel type de paysage on a et voir en fait si on a déjà affaire notamment du coup à une mosaïque d'habitat, à quelque chose de très diversifié ou à quelque chose de plus simple. Du coup, je m'attarde un petit peu sur ces éléments-là parce que donc concernant la biodiversité et les milieux agricoles, donc là, une petite représentation schématique. Finalement, ce qu'ont montré pas mal de chercheurs qui se sont intéressés à ces questions-là, et notamment dans des secteurs où l'agriculture s'est bien plus intensifiée qu'en Auvergne, c'est que il y a deux, trois éléments principaux qui expliquent la quantité, enfin oui, la richesse d'une zone agricole en termes de biodiversité. Et donc, ça va être la taille des parcelles, la, la diversité des types de la diversité de l'affectation dans l'affectation des sols. Donc ça c'est représenté sur la partie droite du schéma. Donc enfin sur le schéma de droite, on voit donc plus on va du coup vers la droite et plus on a une diversité d'affectation des sols importante. Donc admettons on va avoir au lieu d'avoir seulement du maïs et du blé, on va avoir du colza, des prairies, des champs de blé et puis d'autres cultures. Et du coup, en allant vers le haut de ce schéma, on va augmenter, on va en fait diminuer la surface de chacune des parcelles, ce qui va faire qu'on va, là on le voit bien sur, du coup, sur ces représentations schématiques, c'est qu'en fait on a vraiment une mosaïque de milieux sur la partie la plus en haut à droite alors qu'on a quelque chose des plus grandes unités en bas à gauche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point qui explique le nombre d'espèces qu'on va observer sur une exploitation agricole. Et puis après, donc l'autre facteur qui est important, c'est du coup la quantité de couverts semi-naturels et aussi de linéaires de du coup d'éléments semi-naturels. Donc quand on dit éléments semi-naturels, ça va être des bosquets, des haies, éventuellement des bandes enherbées, des prairies naturelles, des prairies permanentes. Donc ça, ce sont aussi des éléments qui, selon leur quantité et leur répartition sur l'exploitation, vont permettre de laisser une place du coup à la biodiversité. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé sur la précédente diapositive finalement de physionomie, de forme du paysage. Et donc c'est important de tenir compte de ces éléments-là pour ensuite faire des préconisations. Donc, faut que je regarde l'heure. Alors, je vais passer la suivante diapositive parce que finalement je me répète un petit peu, c'est juste avec des phrases, mais du coup ça, vous aurez le diaporama, j'imagine, donc vous pourrez le consulter ensuite si vous le souhaitez. Et là, du coup, je revenais à une échelle un petit peu inférieure, du coup, du coup, une échelle plutôt intraparcellaire, du coup, sur le fait qu'il fallait tenir compte aussi de l'hétérogénéité à l'intérieur d'une parcelle, et notamment
pour les prairies permanentes, que finalement cette diversité de milieux à l'intérieur de la parcelle, il faut en tenir compte aussi pour nos préconisations d'aménagement. Et enfin, les derniers éléments à prendre en compte, c'est les espèces qu'on connaît déjà sur du coup les fermes, sur les parcelles, et aussi du coup les objectifs de la ferme. Quel type de biodiversité et quelles sont les envies de l'agriculteur pour du coup ensuite faire des préconisations. Donc je dis que quelle biodiversité est déjà connue, c'est ce qu'on va pouvoir éventuellement avoir déjà dans la base de données Faune Auvergne. Il ne faut pas hésiter du coup à demander aux référents du coup du programme pour chaque département d'avoir du coup les données naturalistes pour pouvoir du coup ensuite aller prendre en compte ces informations et les apporter à l'agriculteur pour faire les préconisations. Donc j'en viens du coup aux aménagements en tant que tels. Les mares agricoles, du coup, pour commencer. Donc, comme vous le savez déjà, les mares agricoles hébergent une quantité de biodiversité importante, que ce soit au niveau de la flore, mais aussi de la faune. Si je prends deux exemples, que ce soit les libellules ou les amphibiens, ce sont des espèces ce sont des groupes d'espèces qui sont très dépendants des mares et qui comptent de nombreuses espèces qui sont en danger, qui sont dans des états de conservation, du coup, qui sont assez défavorable. Et donc finalement, proposer ce type d'aménagement, ça va pouvoir aider ces groupes d'espèces, notamment, et puis et plein d'autres également. Pourquoi proposer ce type d'aménagement? Alors quand je dis proposer ce type d'aménagement, ça va aussi bien être de la restauration de mares que de la création de mares. En fait, le processus naturel pour une mare, c'est de se combler du fait de la végétation, du fait de l'apport de matière organique par ruissellement. Et donc finalement, si ces mares, elles sont pas, c'est des milieux qui sont un petit peu artificiels, ces mares. Et donc si ces mares, elles sont pas entretenues, elles finissent par se combler. Donc c'est ce que représente le schéma à droite. Donc, quand on a affaire à d'anciennes mares comme ça peut être pertinent du coup de proposer à l'agriculteur de restaurer ces mares, donc par du coup un curage de la mare et éventuellement d'autres aménagements qui vont permettre d'éviter que l'envasement, il y a un réenvasement qui se fasse et qui soit trop rapide. Donc le type d'aménagement du coup qui va pouvoir être fait en complément, donc c'est une mise en défend et puis une gestion de la végétation aux alentours, c'est cette végétation en fait qui va participer au comblement de la mare. Après, donc je vous ai donné une période, enfin un pas de temps pour le curage à titre indicatif. Voilà, après c'est variable forcément en fonction du climat, de la végétation aux alentours, etc., etc. Qu'est-ce que je t'interromps? Ouais. La mise en défense, tu peux préciser? Ouais, donc la mise en défend, en fait, ça va être le fait de poser une clôture autour de la mare pour empêcher notamment du coup le bétail en fait d'accéder à la mare et notamment du coup de piétiner les abords de la mare et notamment déstructurer les berges. Donc ça c'est le cas en fait pour des parcelles où il y a du bétail qui va être mis à pâturer. Pour des parcelles où il n'y a pas du coup de bétail à pâturer, ça va pas être nécessaire. Pour autant, donc, cette mise en défend, elle n'empêche pas de maintenir la fonction d'abreuvoir des mares agricoles, qui est en fait l'usage initial de ces mares, et notamment du coup en installant des systèmes de pompes. Alors ça peut être soit donc des pompes qui fonctionnent avec de l'énergie, mais après il y a aussi des systèmes qui fonctionnent par la gravité. Voilà. Mais donc, pour autant, c'est toujours intéressant de conserver l'angle agronomique en fait dans tous les aménagements qu'on propose et du coup de conserver la fonction d'abreuvoir. Ça va permettre de montrer aussi à l'agriculteur que cette mare qui a pu disparaître à un moment, et ben en fait, elle a aussi une fonction pour son exploitation en plus d'accueillir de la biodiversité et que du coup c'est gagnant-gagnant, on va dire. Donc, je vous ai dit que voilà, c'était intéressant de restaurer ces marques parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont disparu dans le passé. Il y en a énormément, notamment en fait du fait que l'eau courante est arrivée à plein d'endroits, qu'il y a aussi des systèmes de tonnes à eau qui ont pu être, qui sont devenus moins onéreux pour les exploitations agricoles, qui ont fait que finalement l'utilité de ces mares pour les exploitations est devenue moins importante et donc finalement par faute d'entretien, et bah, du coup elles ont disparu. Donc c'est pour ça aussi que du fait que ces milieux ont tendance à disparaître, on a les cortèges d'espèces qui y sont associés qui ont tendance à disparaître. Donc, proposer de restaurer ces mares aux agriculteurs, c'est un aménagement qui est pertinent.
dans, dans bien des cas. Outre du coup la restauration, après il y a la création de marque qui peut être possible, qui est envisageable. Donc là, je vous ai mis en fait la recette pour créer une marque, la recette de base. Pour autant, forcément, faut s'adapter à chaque contexte. Si on a un secteur qui va être en pente ou si on est sur une zone qui est plate, ça va pas être exactement la même manière de procéder. Mais voilà, en gros, donc les principaux éléments qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire une marque qui va être trop petite et trop peu profonde, notamment pour être sûr de maintenir de l'eau toute l'année. Ça va être très important, notamment pour des espèces pour des espèces qui ont besoin d'avoir de l'eau toute l'année, notamment du coup pour pas mal notamment du coup en période au printemps et en été, pour être sûr du coup que les espèces qui s'y sont reproduites puissent terminer leur cycle de reproduction. Donc une surface suffisamment importante et une profondeur suffisamment importante, au moins sur un secteur. Ensuite, pour la végétalisation, finalement, permettre une recolonisation qui va être naturelle, c'est ce qu'il y a peut-être de mieux parce que ça va assurer qu'on a une flore qui est autochtone. Après, si c'est pas impossible non plus de donner un petit coup de pouce à la nature et d'accélérer les choses en proposant du coup des plantations. Ensuite, faut permettre du coup à la lumière d'arriver à la mare, donc faut éviter de planter des arbres tout autour ou de laisser une végétation trop importante s'installer tout autour de la mare pour que en fait le soleil qui va arriver à la mare va permettre le développement d'une flore, d'une végétation aquatique qui va permettre du coup d'oxygéner l'eau et de permettre à plein d'espèces de profiter de la présence de cette mare. Voilà, après, bon, de toute façon, il y a les informations, autres informations nécessaires à la création d'une marque qui sont sur le côté. Je vais pas forcément m'étendre parce que il y a encore plein de choses à dire et que le temps passe. Un autre exemple d'aménagement qui peut être proposé aux agriculteurs, c'est les murets. Alors, soit aussi bien voilà, de attirer l'œil à l'agriculteur sur ses murets s'il en a déjà autour de ses parcelles, pour lui dire qu'elles sont importantes pour tout un tas d'espèces. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'espèces qui vivent dans ces murets et qui en plus peuvent rendre des services à l'agriculteur, aussi bien donc voilà le traquet moteux, des reptiles comme la vipère et puis ou encore l'hermine qui sont voilà des auxiliaires de culture intéressants, notamment pour les éleveurs qui pour certains ont des problèmes avec les pullulations de campagnols. En complément de ces murets de pierre, et bien vous avez donc tout ce qui est tas de bois et tas de pierre qui vont aussi offrir des gîtes pour ces espèces. Donc, ces tas de bois et ces tas de pierres en fait vont pouvoir constituer notamment des gîtes par exemple l'hermine et vont pouvoir être finalement faire partie de la mallette à outils pour l'agriculteur pour du coup on va dire se défendre entre guillemets contre le campagnol terrestre ou contre les pullulations de campagnols en général. Donc voilà, pareil, on va dire la forme idéale pour un tas de bois, un tas de pierre, c'est d'avoir une cavité, donc comme vous le voyez sur le schéma de gauche, une cavité du coup sur le bas qui va permettre du coup d'offrir un gîte aux petits mustélidés. Et puis sur la droite, vous voyez installations, quelques configurations qui sont intéressantes. Notamment, vous voyez en haut le tas de bois qui est installé au bout de la haie, en fait, va assurer une certaine connectivité du coup de ce gîte avec du coup d'autres éléments par lesquels la petite faune peut circuler. Et donc c'est cette connectivité entre du coup les zones qui accueillent la biodiversité qui va faire aussi tout leur intérêt. Donc là, pareil, voilà des petits schémas qui sont issus d'un document qui donne des préconisations pour favoriser les petits mustélidés. Donc c'est les tas de branches là sont représentés par les croix rouges, c'est de montrer que finalement que ces tas de branches du coup il faut pas hésiter à en installer plusieurs du coup sur un ensemble de parcelles pour favoriser les petits mustélidés, mais en fait ça va être le cas pour plein d'autres espèces également, pour qu'en fait il y ait il y a un réseau en fait de cachettes et d'abris sur lesquels ils vont pouvoir se reporter en cas de dérangement ou de destruction, etc. Et puis, du coup, des chemins, des couloirs de circulation entre ces différentes cachettes pour qu'il y ait effectivement possibilité de transiter entre ces différentes cachettes pour la petite faune.
Euh, Justement, donc je parle de couloirs de déplacement, voilà, de moyens pour transiter pour les espèces. Bah, venons-en aux haies. Donc là, bah, je pense que vous savez tous que les haies sont importantes pour la biodiversité, pour tout un tas d'espèces. Je vais juste rappeler du coup quelques éléments sur les haies pour les rendre effectivement, bah, enfin pour avoir des haies qui sont effectivement très favorables à la biodiversité, mais aussi du coup pour les montrer sous un angle agronomique aux agriculteurs, et notamment pour leur rappeler en fait que ces haies rendent beaucoup de services pour leur exploitation. Donc là, je vous ai énuméré quelques exemples de rôles des haies pour les parcelles et pour le bétail de l'exploitation. Et ben, c'est le rôle de brise-vent, euh, de la haie, le rôle enfin, la haie va faciliter également l'infiltration de l'eau et va retenir les sols, va éviter le lessivage des nutriments, donc va éviter de perdre les engrais organiques ou minéraux qui peuvent être mis sur les parcelles. Les haies vont également, ou les arbres isolés vont fournir de l'ombre pour le bétail. Donc voilà, c'est tout un tas d'arguments qui peuvent être également donnés à l'agriculteur pour montrer que c'est important de maintenir les haies et les arbres isolés sur les parcelles. Et, euh, et voilà. Et après, outre du coup ces rôles pour l'exploitation en elle-même, et ben, c'est aussi toutes les caractéristiques des haies qui vont leur permettre d'être plus favorables à la biodiversité. Donc c'est la diversité d'espèces, notamment donc d'espèces végétales, de ligneux, qui composent la haie, qui vont faire tout leur intérêt également. Donc là, finalement, la diversité d'espèces, c'est ce qui va assurer d'avoir des des périodes de production de pollen qui sont différentes, et donc qui vont permettre un étalement de la production de pollen. Donc ce pollen ensuite qui va être du coup une ressource alimentaire pour bah, notamment tout un tas d'insectes. Si vous avez un étalement de la production de pollen, ça veut dire que vous avez à avoir des espèces qui vont trouver de la nourriture toute l'année, donc ça va permettre la pérennité des populations de ces insectes-là. Et c'est pareil pour les fruits. Donc, je vous ai mis deux exemples à chaque fois un petit peu opposés. Donc, à gauche, c'est du coup le noisetier qui va faire partie des espèces les plus précoces en termes de pollinisation, et le lierre parmi les plus tardives. Donc, c'est un petit peu les deux cas extrêmes. Et puis après, bon, c'est un peu moins tranché pour les fruits, mais voilà, une espèce un peu plus précoce, une espèce un peu plus tardive. En tout cas, voilà, c'est pour rappeler que cette diversité d'espèces et le fait d'avoir des espèces à production de pollen et de production de fruits précoces et des espèces plus tardives va assurer le fait que la haie va avoir un rôle d'autant plus important pour la biodiversité. Ça va être la diversité des modes de gestion aussi qui va jouer un rôle pour la biodiversité. Donc, si on a des arbres qui sont gérés en tétard, ça va avoir tendance à générer des cavités, des micro-habitats pour tout un tas d'espèces, euh, notamment du coup des espèces cavernicoles, que ce soit les mésanges ou la chouette hulotte par exemple, elles vont avoir besoin de ces cavités pour nicher. Et après, du coup, des gestions plutôt en haut-gène, donc c'est-à-dire le fait de laisser pousser les arbres vers le haut et d'avoir du coup de conduire les arbres pour qu'ils poussent en hauteur, qu'ils deviennent des grands arbres, va permettre de favoriser d'autres espèces, des espèces qui vont soit transiter à des hauteurs importantes dans la haie, soit qui vont carrément nicher dans le haut de ces arbres. Donc si on prend les corvidés, je sais pas, le moyen-duc ou le loriot, voilà, c'est des espèces qui vont plus préférer du coup, le fait d'avoir des haies qui comportent des grands arbres. Ensuite, sur les haies, on va aussi chercher à conserver tout ce qui est lianes et plantes grimpantes, notamment le lierre. Le lierre, c'est un super micro-habitat, notamment en hiver, pour tout un tas d'espèces. Et donc, bah, c'est important de laisser ce lierre sur les arbres. Donc, pareil, il faut essayer d'alerter l'agriculteur sur le fait qu'il ne faut pas forcément systématiquement nettoyer les arbres qui comportent ce lierre. Je vous invite à lire un numéro de la Hulotte sur le lierre qui est très intéressant, qui vous rappellera tous les bienfaits du lierre, aussi bien sur les arbres que sur les bâtiments. Voilà. Euh, Même rôle finalement un peu pour les ronciers et les épineux, ça va être un abri pour la petite faune. Et enfin, les vieux arbres et les arbres morts, pareil, certains agriculteurs peuvent avoir tendance à vouloir les enlever. Alors, bah, effectivement, dans certains cas, s'ils représentent un danger, c'est normal, un danger aussi bien pour les personnes que pour le bétail.
ça peut être nécessaire effectivement de l'enlever. Après, s'il n'y a pas de risque, il faut plutôt conseiller du coup de maintenir ces vieux arbres et ces arbres morts parce qu'en fait, ils vont héberger tout un tas d'espèces, notamment d'insectes qui ont absolument besoin du coup de ces arbres morts pour pouvoir effectuer leur cycle de vie, à l'exemple de certains coléoptères. Les saproxylophages, donc toutes ces espèces qui vont se nourrir dans le bois mort ou dans le bois qui est dans les arbres malades ou les arbres, on va dire, qui seront bientôt morts. Autre élément sur les haies, du coup, c'est le fait d'avoir des haies qui sont pluristratifiées, qui va permettre en fait toujours d'avoir finalement de la diversité dans les habitats et du coup d'avoir des espèces, enfin tout un tas d'espèces qui vont y trouver leur compte. Certaines espèces vont préférer du coup évoluer dans le bas de la haie, d'autres plus en haut. Donc finalement, c'est un peu ce que je vous disais sur les modes de gestion. Et après, si on dézoome un petit peu, bah, c'est aussi la diversité des types de haies à l'échelle de l'exploitation qui va être intéressante pour proposer des habitats à des espèces différentes. Donc c'est un petit peu c'est ce que rappellent ces petits dessins. Et enfin, donc je vous parlais à la base des haies comme étant des couloirs de déplacement. Donc là, cette notion de corridor écologique. En fait, les haies constituent des couloirs de déplacement privilégiés pour tout un tas d'espèces, notamment les espèces forestières. Ça va être quasiment le seul moyen pour elles d'aller d'une zone de forêt à une autre. C'est en passant par des haies plus ou moins développées. Donc finalement, ces haies vont permettre à plein d'espèces d'une part d'aller coloniser des nouveaux secteurs, mais aussi de recoloniser éventuellement des secteurs où une espèce pouvait être présente, mais elle a pu s'éteindre localement. Et donc finalement, c'est grâce à du coup une bonne connectivité dans le paysage qu'on va avoir du coup un rôle d'autant plus important de la haie et du coup une biodiversité plus importante. Donc c'est ce que montre cette photo aérienne et je ne sais pas si on voit ma souris, mais vous voyez que donc, quand je parle de connectivité, c'est notamment le fait d'avoir des haies qui sont connectées comme à gauche de la photo à une forêt et puis également comme au centre de la photo des intersections qui sont assez denses, et ben, c'est ce qui va d'autant plus du coup rendre importantes les haies pour permettre à la biodiversité de transiter et du coup de permettre à un espace, à un paysage d'accueillir beaucoup de biodiversité. Donc les pentes enherbées ensuite vont un petit peu en fait jouer le même rôle, donc c'est des propositions aussi qu'on veut faire aux agriculteurs. Euh, donc ces bandes enherbées, en fait, c'est le fait de conserver un couvert herbacé euh, haut, on va dire, à certaines périodes de l'année, alors que, on va dire, soit la culture adjacente, soit la prairie adjacente va déjà être fauchée ou récoltée. Donc en fait, ces bandes enherbées, elles vont accueillir notamment du coup la reproduction de pas mal d'espèces d'insectes, mais aussi des oiseaux. On peut citer par exemple les alouettes. Et puis elles vont servir aussi du coup ces bandes enherbées de couloirs de déplacement pour pas mal d'espèces. Et donc c'est pour ça que ça va être important en fait de proposer du coup de maintenir ces bandes enherbées aux agriculteurs. Donc là, après, les explications qu'il y a à côté des schémas expliquent la manière de procéder en termes de gestion. Donc pareil, enfin, je pense que ça sert à rien de peut-être d'aller autant dans le détail ce soir, mais par contre, vous aurez toujours ces informations du coup inscrites là. Et vous pourrez les consulter plus tard. Donc ça, c'est pour en fait des secteurs en culture ou en prairie, et ça du coup en périphérie de parcelles. Et du coup, ça, c'est plutôt en cœur de parcelle de conserver, du coup, dans des prairies de fauche, du coup, de conserver des couloirs de déplacement au milieu des prairies, donc de laisser une bande qui va être non fauchée, qui va permettre, du coup, de proposer un refuge à la petite faune qui était dans le reste de la parcelle, et également, du coup, une issue de secours, finalement, pour tout un tas d'espèces. Je voulais en venir du coup à un autre type. Enfin, en fait, là, finalement, je déroule un peu un catalogue d'aménagements possibles. Je vais peut-être pas tous les faire. Et puis après, du coup, j'irai sur les ressources qui peuvent permettre de retrouver un petit peu toutes ces listings et ces penses-bêtes d'aménagement qu'on peut proposer aux agriculteurs. Je reviens quand même au nichoir parce on fait quand même une présentation qui est organisée par la LPO. Donc, c'est un petit peu l'étape obligatoire. Je rappelle rapidement finalement pourquoi on propose des installations de nichoirs. C'est parce que donc
les nichoirs, donc ils vont servir à la nidification des espèces qu'on dit cavernicoles, donc ils vont nicher dans des trous, notamment du coup dans les vieux arbres, dans les arbres creux, mais aussi dans le bâti. Et du coup, il y a beaucoup de ces cavités qui sont naturelles, ou alors pour le bâti ancien, on va dire semi-naturel, euh, qui, euh, qui sont en régression pour différentes raisons. Donc, je vous en ai listé quelques-unes. L'abandon des vergers, notamment des vergers qui sont qu'on dit en haute tige, donc c'est des vergers, on va dire, dans un mode de gestion plus traditionnel, plus extensif. La coupe systématique du coup des vieux arbres qui sont que ce soit dans les haies ou dans les forêts. La démolition ou la rénovation des vieux bâtiments ou encore l'aménagement des combles ou encore la fermeture des clochers pour les pigeons. Donc, c'est différentes raisons qui ont fait qu'il y a pas mal de cavités qui ont été perdues dans les décennies précédentes. Euh, et donc, l'idée de ces nichoirs, ça va être de compenser ces pertes-là. Euh, je m'attarde rapidement finalement sur l'aménagement des combles. C'est justement, enfin, c'est une bonne façon de permettre aussi cet aménagement des combles, notamment sur du bâti ancien. Je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, plutôt que de construire des nouvelles maisons d'entraîner de l'urbanisation, de rénover ces bâtiments et du coup d'intégrer finalement dans la rénovation le fait d'installer des nichoirs. Alors après, il faut voir quelles espèces y nichaient et si c'est faisable techniquement, mais en tout cas d'essayer dans le projet d'aménagement d'intégrer ces éléments-là, c'est je trouve une bonne manière d'avoir effectivement conscience que ça va pouvoir déranger certaines espèces, mais que finalement on peut prévoir pendant nos travaux le fait de bien conserver du coup le, les espèces qui pouvaient y vivre. Et ça, du coup, c'est aussi vrai dans des bâtiments du coup qui sont des lieux d'habitation que pour du bâti agricole. Donc après, le choix des nichoirs, il va être à définir selon déjà les espèces qu'on sait présentes ou absentes sur l'exploitation, ou même à une échelle plus large, à l'échelle de la commune, par exemple. Voir aussi s'il y a déjà des potentiels pour nicher pour les espèces qui ont besoin de ces cavités. Et puis enfin, de voir aussi quels sont les besoins ou les envies de l'agriculteur. Donc est-ce qu'il est vraiment dans une démarche de se dire, ah oui, j'ai envie d'installer des nichoirs effectivement pour pouvoir protéger des espèces qui sont en déclin, ou alors est-ce que c'est aussi dans un objectif d'accueillir des auxiliaires de culture. Donc des auxiliaires de culture, ça va être, pour rappel, c'est des espèces du coup qui vont aider du coup l'agriculteur dans sa production. Donc ça va aussi bien être, enfin dans le cas des oiseaux, du coup, ces auxiliaires de culture, en gros, ça va être des prédateurs, aussi bien du coup des campagnols, donc j'en parlais tout à l'heure, donc des rapaces qui vont manger les campagnols, que pour le maraîcher, l'auxiliaire de culture, ça va être quasiment la plupart des oiseaux qui vont éventuellement manger des petits insectes qui sont non désirés dans la parcelle et qui vont éventuellement s'attaquer aux légumes ou aux fruits de l'exploitation maraîchère ou de l'arboriculteur. Euh, et enfin, du coup, il y a cet article qui est apparu il n'y a pas très longtemps et qui montre que le fait d'installer des nichoirs, c'est pas un acte anodin. Et donc avec l'exemple là, des faucons cresserelles du coup, en Suisse, où ils ont montré, du coup, il y a des scientifiques qui ont montré que c'est plus de deux fois le nombre de jeunes à l'envol dans les nichoirs qui sont installés par rapport aux nids qui sont installés dans les arbres. Donc ça montre deux choses, je trouve, cet élément-là, c'est que d'une part, le fait d'installer des nichoirs, ça va avoir un rôle majeur pour la population de l'espèce qu'on cherche à favoriser. Ça va permettre de vraiment renforcer la population en proposant en fait un site de nidification qui est particulièrement favorable à l'espèce visée. Et puis ça va montrer que on va vraiment effectivement pouvoir favoriser un auxiliaire de culture sur les zones où on installe ces nichoirs. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui est vraiment à essayer de mettre en valeur auprès de l'agriculteur qui va, je pense, être d'autant plus motivé si la connaissance de ces chiffres-là. Et du coup, l'explication finalement de cela, c'est que les nichoirs en fait, qui sont installés, c'est vraiment les conditions optimales pour les. Du coup, là, dans cet exemple-là, c'est pour le faucon cresserelle. En fait,
dans la nature, ils vont trouver des lieux qui vont être, on va dire, parfois suboptimaux. Là, le nichoir qu'on installe, il est parfaitement hermétique, il va proposer une isolation qui va être très bonne, du coup, des conditions au niveau thermique qui sont idéales. Donc, c'est ce qui va permettre aussi, du coup, aux parents d'avoir une nichée plus importante et un taux de survie des jeunes plus important. Donc, voilà, c'est des petits éléments qui montrent que l'installation de nichoirs, elle n'est pas anodine et c'est pas juste pour s'amuser à avoir des oiseaux venir dans des cabanes, mais c'est vraiment, il y a un réel objectif de conservation qui peut être atteint par cela. Là, je vous ai donné l'exemple des rapaces pour les campagnols. Après, il y a donc voilà tous les prédateurs des insectes et donc je prends l'exemple des insectes du verger. Il y a pas mal d'espèces qui sont insectivores. Si on prend l'exemple des mésanges, quelques chiffres que vous pourrez consulter qui montrent qu'elles mangent énormément d'insectes et notamment d'insectes à l'état larvaire. C'est ces insectes-là qui peuvent du coup poser problème pour l'arboriculteur, mais aussi pour le maraîcher. Et donc installer des nichoirs va vraiment pouvoir rendre des services à l'agriculteur qui les installe. Ça se fait déjà hein, en Auvergne avec certains, mais du coup voilà, c'est quelque chose à valoriser et c'est quelque chose aussi à les exemples qui existent déjà en Auvergne peuvent aussi être allés visiter par d'autres agriculteurs pour montrer que c'est pas quelque chose de compliqué à faire du coup, en apportant ces chiffres-là, montre tout l'intérêt de le faire pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans ce type de choses. Voilà, c'est pareil, c'est encore des chiffres qui montrent que finalement les oiseaux insectivores vont jouer un rôle très important dans le fait de réguler les populations des insectes qui ne sont pas désirés par les producteurs. Et là, du coup, quelques exemples d'espèces qui vont pouvoir jouer le rôle d'auxiliaire de culture. Je vous ai mis quelques exemples auxquels tout le monde pense, comme les mésanges bleus, mésanges charbonnières, et d'autres exemples du coup qui peuvent paraître peut-être moins évidents, et donc notamment les moineaux. Et en fait, c'est le cas pour pas mal d'espèces d'oiseaux. C'est le fait que donc même s'ils sont granivores et notamment les parents sont granivores, au printemps pour l'élevage des jeunes, en fait, ce sont des oiseaux qui mangent aussi des insectes et qui vont apporter des insectes à leurs poussins. En fait, les poussins vont avoir besoin de protéines pendant leur période de croissance et du coup, les moineaux qui sont grégaires et qui peuvent être vraiment en groupe autour des parcelles d'une exploitation, vont pouvoir aussi vraiment jouer le rôle d'auxiliaire de culture. Et en plus de ça, vu qu'ils sont pas forcément bien vus par tout le monde, et c'est aussi une manière de redorer un petit peu leur blason, de montrer qu'eux aussi, ils ont leur rôle à jouer pour l'exploitation. Même rôle, voilà, pour les chauves-souris qu'on peut également favoriser. Alors, c'est pas des nichoirs, c'est un petit peu différent, c'est des gîtes dans lesquels elles vont pouvoir du coup soit effectivement se reproduire, soit juste des boîtes finalement dans lesquelles elles vont trouver un abri. Et du coup, ce sont ces abris qui naturellement sont par exemple des morceaux d'écorce décollés sur un arbre ou une fissure dans un mur. Ces boîtes vont permettre de compenser l'absence de ces cavités-là et donc vont permettre de favoriser les populations de chauves-souris qui mangent aussi une quantité d'insectes très importante et qui du coup vont pouvoir être recherchées par l'agriculteur. Du coup, de permettre du coup de protéger des espèces qui sont éventuellement des populations qui sont éventuellement d'espèces qui sont en déclin. Je vous remets les conseils généraux là en fait pour l'installation de nichoirs. Bon, je pense que ça sert à rien que je vous les détaille non plus, mais en fait c'est plutôt pour vous dire que avec ces conseils-là, vu que la plupart des agriculteurs savent bricoler, qu'ils ont éventuellement aussi du matériel pour bricoler, et ben finalement en leur donnant ces informations-là, on va dire tous les éléments nécessaires pour bien procéder à l'installation d'un nichoir, et ben en fait ils vont pouvoir le faire par eux-mêmes ou éventuellement avec votre coup de main, mais peut-être juste ils auront un besoin d'aide pour l'installation des nichoirs. Mais pour la construction, normalement, la plupart, pour ceux en tout cas avec lesquels on a travaillé jusque-là, je pense que la plupart ont su procéder à la construction des nichoirs si on leur donne des plans et les conseils généraux pour procéder à la fabrication. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est du coup de leur rappeler que ne faut pas non plus vouloir installer trop de nichoirs et partout en se disant que c'est pas difficile à construire et pas trop difficile à installer. Parce qu'après, il y a quand même un petit peu d'entretien derrière. Et donc, ça, il faut le rappeler quand même à l'agriculteur pour éviter
qui se lancent dans une production en masse et qu'après, derrière, ils ne suivent pas forcément les nichoirs comme il le faudrait. Sachant que voilà, le nettoyage, bon, comme vous devez le savoir, c'est notamment pour éviter les risques de parasitisme et de maladies. Et donc finalement, c'est pour éviter que le travail qu'on fait pour favoriser notamment donc, les oiseaux soit finalement pas si intéressant que ça par rapport à l'effort fourni. Et donc, enfin, deux petites photos donc, de nichoirs dans deux configurations un peu différentes. Donc à gauche, je sais pas un nichoir de quoi c'est exactement, mais peut-être enfin j'ai pas trop l'échelle, mais c'est peut-être un nichoir à mésange par exemple qui peut être installé dans un arbre. Et puis en bas à droite, du coup, des nichoirs à moineaux, donc qui peuvent être installés sur du bâti. Donc c'est pour rappeler que finalement les nichoirs, on peut pas que les installer dans des contextes boisés, forestiers ou dans des arbres, mais aussi sur du bâti. C'est le cas pour les moineaux, mais ça va être le cas aussi pour certaines espèces de rapaces nocturnes comme la chouette effraie par exemple. J'en viens du coup au listing d'idées, de préconisations, d'aménagements, de changements de pratiques qu'on peut faire aux agriculteurs. Donc je pense que ça devait être Anthony qui a dû vous présenter ça rapidement. C'est le site du coup des Terres et des Ailes. Donc c'est un site qui a été créé par la LPO à échelle française, donc par la LPO France, et donc qui regroupe tout un tas en fait de documents et d'informations intéressantes qui peuvent être aussi bien consultés pour l'agriculteur que pour nous, pour en fait avoir des idées d'aménagement. Donc là c'est une capture d'écran du site. Avec, vous voyez, donc un onglet idées d'aménagement, aménagement favorable. Ah d'accord, je vais dans le mauvais sens, pardon. Hop. Et donc si on va cliquer là-dessus, vous voyez qu'en fait vous avez différents menus déroulants qui permettent de différentes manières de trouver du coup des aménagements qui pourraient être favorables du coup à la biodiversité ou alors qui vont permettre de remplir, d'atteindre un objectif pour l'exploitation s'il y a un problème, pour résoudre un problème par exemple. Donc voilà, donc vous avez les différents menus déroulants et après vous allez avoir du coup différentes propositions d'aménagement qui vont être faites. Et puis après il y a également du coup des fiches thématiques qui sont celles listées du coup sur la droite, donc ça fait d'autres idées d'installation que je vous ai pas forcément mentionnées du coup ce soir, donc par exemple les perchoirs à rapaces ou voilà ou des idées par exemple sur le bâti agricole, voilà, donc vous pouvez aller consulter tous ces éléments là et vous tomberez du coup sur ces niches qui sont assez détaillées, qui permettent du coup d'avoir des éléments, des informations à apporter à l'agriculteur sur le pourquoi tel type d'aménagement, pourquoi tel type de changement de pratique, etc. Associé du coup à ce programme des terres et des ailes, donc finalement le programme des paysans et des ailes dans nos campagnes qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la déclinaison régionale en fait des terres et des ailes, et puis dans lequel on a intégré aussi d'autres éléments qui nous semblaient importants en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup on a différents outils de communication en fait qui vont permettre de valoriser les bonnes pratiques des agriculteurs qui ont fait des choses pour la biodiversité. Donc vous voyez, c'est des panneaux et des stickers en fait qu'on propose aux agriculteurs pour afficher, on va dire, leur engagement sur leurs exploitations. Ça leur parle assez bien, notamment à ceux qui font de la vente directe, parce qu'ils accueillent du public sur leur ferme, et du coup, c'est une façon de montrer qu'ils ont travaillé avec nous, qu'ils ont fait des choses pour la biodiversité. Donc c'est aussi bien vis-à-vis du consommateur qu'aussi vis-à-vis des collègues agriculteurs. Ça peut susciter des envies, des vocations pour les collègues agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on propose ces éléments de valorisation. Et enfin, du coup, pour conclure, une petite diapo pour un peu conclure du coup ce cycle de conférences qui a dû, je pense, vous montrer que il y a plein de rôles différents qu'on peut assumer au sein de ce projet, de ce programme concernant la biodiversité des milieux agricoles, et que en fait tout le monde peut y prendre un peu sa place. Donc là, aujourd'hui, on a parlé plutôt d'aménagement, donc on serait sur le petit pictogramme où c'est écrit participer au chantier, organiser des chantiers. Mais finalement, pour faire des propositions pertinentes, pardon, et faire bouger les choses pour la biodiversité des milieux agricoles, on a du coup
plein de rôles qui sont nécessaires, du coup, plein d'actions nécessaires pour y parvenir. Donc aussi bien organiser des chantiers, réaliser des aménagements, mais également du coup faire des inventaires en amont de ces aménagements pour qu'ils soient pertinents, mais aussi du coup après que des aménagements ou des changements de pratiques aient été réalisés, c'est faire des animations, des conférences pour valoriser les bonnes pratiques, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'était de vous rappeler sur cette diapositive que je pense que tout le monde peut s'y retrouver en termes d'envie et de compétences, et que du coup tout le monde a sa place euh, auprès des agriculteurs, des exploitants agricoles de Haute-Loire pour les accompagner du coup dans le fait de favoriser du coup la biodiversité des milieux agricoles. Et Et ce pas coup-ci, que seulement la Haute-Loire. pourquoi j'ai dit Haute-Loire? Oui, Ah, pardon, de l'Auvergne. de Excusez-moi. l'Auvergne. Mais même de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, je crois qu'on est entre Auvergnats ce soir, mais c'est vraiment un projet qui se fait à échelle auvergnate. Pardon si j'ai dit Haute-Loire. Là, je conclus vraiment du coup avec une dernière diapo. Du coup, c'est pour vous dire que pour on va dire se rendre compte des choses sur le terrain. Et ben du coup, on propose le prochain rendez-vous, c'est fin octobre, et du coup, on propose une visite du coup d'une exploitation maraîchère sur laquelle il y a pas mal du coup d'aménagements qui ont déjà été réalisés par du coup un GAEC qui fait de la production de légumes. Et donc voilà, si toutes les personnes qui le souhaitent sont conviées, aussi bien les producteurs que le grand public, les consommateurs, tous les citoyens qui souhaitent aller découvrir ça. Donc, notamment les personnes qui ont participé ce soir à la présentation, vous êtes le bienvenu, même si j'ai bien conscience que ça peut être un peu loin de chez vous. Voilà. Merci pour votre attention et puis on peut passer aux questions si vous le souhaitez, parce que j'ai conscience d'être allé peut-être un peu vite. Merci Sébastien pour ta présentation qui a amené quand même un bon lot d'informations. Je pense que, enfin, en tout cas, c'était très complet. J'enchaîne sur la question. Marie-Stéphanie a écrit dans la conversation, comment peut-on avoir connaissance des espèces présentes localement? Alors, deux cas, soit on a du coup aucune connaissance déjà sur les environs de l'exploitation avec laquelle on travaille, enfin, ou sur les environs des parcelles de l'exploitation agricole avec laquelle on travaille. Donc là, il va falloir aller faire des inventaires, assez logiquement. Soit on a déjà une connaissance partielle du coup des espèces présentes, et donc ça veut dire qu'il y a déjà des données qui ont été renseignées sur la base de données Faune Auvergne, donc soit par le site internet, soit par l'application Naturaliste. Et donc en fait, tous les salariés ont accès du coup à cette base de données, du coup dans laquelle sont consignées les observations naturalistes que peuvent faire toutes les personnes qui le souhaitent, bénévoles comme salariés, et même il y a des personnes qui contribuent à ces bases de données qui ne sont pas forcément spécialement actifs au sein de la LPO, hein. Et puis en plus, ce sont des bases de données qui sont gérées par plusieurs associations naturalistes, pas que par la LPO. Donc on peut consulter ces bases de données par les salariés. Donc en fait, si il y a un contact qui a plutôt été fait entre un bénévole et une exploitation agricole, et ben, il ne faut pas hésiter du coup à se tourner vers le salarié référent pour le département. Donc normalement, il y a une personne par département. Donc en Haute-Loire, c'est moi. Actuellement, pour le Puy-de-Dôme et l'Allier, c'est Clément Roland. Et pour le Cantal, c'est Anthony Marc. Ça devrait changer peut-être un petit peu l'année prochaine. Mais voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à essayer de prendre contact avec les salariés. Puis on peut vous envoyer du coup les données pour l'exploitation. Et ça peut être juste pour vraiment les parcelles, mais ça peut être aussi à une échelle communale si ça nous paraît pertinent de regarder de manière un peu plus dézoomée. Marie-Stéphanie, est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, 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 parfait. C'était voilà ce que je voulais savoir. Merci. Parce que c'est sûr que quand on est nouvellement adhérent, je me souviens plus, Marie-Stéphanie, si c'est ton cas, bah voilà, reconnaître les espèces, enfin, ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, et du coup, d'avoir possibilité de consulter les données Faune Auvergne, bah, c'est une bonne mine d'informations.
Oui, c'est ça. C'est moi qui avais dit la dernière fois que j'étais un peu une quiche en reconnaissance d'oiseaux. Voilà. Donc, j'ai besoin de travailler le sujet. Donc c'est là, là. ce qu'il faut retenir, en fait, c'est de se mettre en lien avec le salarié concerné du secteur. J'imagine que soit sur l'un des diaporamas, soit sinon sur le site de la LPO, nos coordonnées du coup doivent être indiquées du coup aux différents salariés, notamment du coup les référents sur le projet agriculture là, et donc voilà, faut pouvoir aller les chercher. Et puis après du coup pour réagir au fait que tu disais du coup Marie-Stéphanie que toi tu savais pas forcément reconnaître les espèces, c'est là où du coup c'est intéressant, c'est qu'en fait on peut vraiment travailler en équipe avec quelqu'un qui va être plus du coup, on va dire connaisseur au niveau naturaliste, il va pouvoir aller faire les inventaires. Et puis après, c'est le bricoleur qui va prendre le relais pour aller aider l'agriculteur à aller installer des nichoirs. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a des complémentarités à aller rechercher dans les compétences et dans les envies des différentes personnes qui ont envie d'agir aux côtés des agriculteurs d'Auvergne. C'est vrai que j'ai pas développé tous les rôles. Donc, je vous ai pas. Donc, on a parlé de participer à des chantiers, donc pas aussi bien un chantier de plantation de haies que l'installation de nichoirs, que la restauration d'une mare. Ce sont des exemples de chantiers qui pourraient être organisés. Mais après, on peut aussi vraiment être moteur dans ce type de choses et du coup organiser le chantier avec l'agriculteur. Donc, c'est-à-dire essayer de recruter d'autres personnes avec lesquelles on va pouvoir effectivement faire ces réalisations, parce que notamment, installer un nichoir ou quelques nichoirs, c'est, on va dire, une petite, c'est pas un travail forcément qui va prendre beaucoup de temps, mais restaurer une mare, c'est déjà ça peut être des travaux très importants. Donc c'est pour ça que organiser des chantiers à plusieurs, c'est un rôle important. C'est ce qui va permettre aussi de créer la dynamique avec les agriculteurs. Après, du coup, c'est tout ce qui est valorisation. Donc, j'ai parlé de stand et de sortie, mais c'est aussi rédiger des articles de presse pour aussi bien valoriser un agriculteur que pour parler de la biodiversité des milieux agricoles. Ça va être des rôles qui vont être importants. Voilà. Bon, après, oui, peut-être que vous avez des questions sur ces différents rôles et comment effectivement endosser ces rôles-là. Mais je vois que Sabine a levé la main. Voilà, non, c'était pour savoir comment on peut être informé sur les chantiers. Est-ce que vous envoyez des mails aux adhérents ou comment ça se passe? Parce que moi, je ne me sens pas d'organiser, mais de participer, ça oui. J'ai participé à des inventaires, mais voilà, même pour les chantiers. Mais il faut en avoir la connaissance. Ça va peut-être un peu dépendre des territoires, on va dire. Mais bon, déjà, il y a le courlis d'Auvergne, c'est la lettre d'information que fait passer Audrey, dans laquelle on peut mentionner du coup peut-être les chantiers principaux. Puis après, en fonction des territoires, peut-être que ça va être des listes de diffusion au sein d'un groupe local, des lettres d'information qui vont permettre d'être tenus au courant. Alors, pour la Haute-Loire, du coup, je sais qu'il y a une lettre d'information. Je pense que si je prends l'exemple du groupe local d'Ambert, il y a une liste de diffusion. Voilà. Donc, c'est différents moyens. Après, pour les autres secteurs, je ne connais pas trop. Audrey, tu sais peut-être plus. Du coup, j'aurais tendance à demander à Sabine où est-ce que tu habites? Mais dans la montagne tiernoise, moi, je reçois les liens de Georges Sauvestre. Oui. Mais bon, Ambert, c'est loin. Mais bon, je vais quand même essayer. Et c'est vrai que Courlis d'Auvergne, je le recevais, mais je ne l'ouvrais pas toujours. Donc, je vais plus approfondir du coup. Oui, c'est vrai que le courlis, c'est vraiment une lettre. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous, si vous le recevez tous, parce que les Jeudis Nature sont ouverts à tous les adhérents et pas forcément que aux bénévoles. Donc, vous pouvez très bien être là sans recevoir le courlis. Donc, voilà. Mais donc, si tu reçois le courlis, c'est vrai que c'est vraiment la lettre de communication interne entre les salariés et les bénévoles. Et d'ailleurs, on fait participer les bénévoles si jamais ils ont des besoins en bénévoles, en chantier, etc. Pour que du coup, dans cette lettre, je puisse mettre les missions bénévoles recherchées et que les personnes réagissent. Après, il y a aussi le site internet, notre site LPO, LPO Auvergne. Et il y a aussi, alors effectivement, il n'y a plus de groupe à tiers. Le groupe d'Ambert, on a essayé qu'il s'élargisse et qu'il fasse Ambert tiers, mais c'est trop grand. Donc, il
Il y a des personnes sur Thiers qui font des choses, mais qui sont pas, comment dire, qui sont pas organisées en groupe de bénévoles. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué de savoir les actions. Mais après, je peux très bien te donner le contact des personnes que je connais sur Thiers qui sont actives. Voilà, parce que tu m'avais donné celle sur Puy-Guillaume. Mais bon, Puy-Guillaume, c'est vrai que ça fait aussi... C'était Annie Deneuve, ouais. Oui. Annie Deneuve. Oui, tu avais dit qu'il n'y en avait plus sur Thiers. Tu n'en avais pas retrouvé sur Thiers. Ouais, il y a Pierre Caffi aussi, mais après, je ne sais pas comment ils sont encore actifs ou pas, vu qu'ils font plus, ils sont plus dans un groupe de bénévoles. Mais après, c'est vrai que c'est une bonne idée, ce que tu disais, Audrey, ouais, finalement, sur le site de la LPO Auvergne, le calendrier des événements, normalement, on essaye déjà de le faire et on va peut-être essayer de le faire encore mieux maintenant que les choses reprennent après tout ce bordel sanitaire, j'ai envie de dire. C'est le fait de bien envoyer, du coup, les chantiers participatifs, les sorties aussi dans les fermes. Du coup, enfin, le fait on les envoie à Magali, donc qui est chargée de communication, et qui les intègre du coup au calendrier. Et du coup, normalement, il y a pas mal d'informations qui devraient aussi passer par ce canal-là, en plus des lettres d'information des différents territoires parce qu'à l'échelle Auvergne, s'il y a beaucoup de choses qui sont organisées, peut-être que Audrey, tu pourras pas tout mettre. Mais voilà, donc je pense que dans le calendrier des événements, je vais vous remettre peut-être le site. Bon, non, enfin, de toute façon, je vous le remets dans la conversation au cas où, mais du coup, il y a une rubrique événements sur le site de la LPO Auvergne et du coup, vous pourrez trouver par exemple la sortie dont j'ai parlé là à la fin. Elle est dessus. Voilà. Merci. Et puis pour info, en fait, la plupart de ce type de chantier-là sont réalisés plutôt à l'automne ou à l'hiver, parce que les nichoirs, faut qu'ils soient en place pour le printemps qui va suivre, et puis certaines espèces sont assez précoces, vont se cantonner assez précocement dans leur futur territoire de reproduction. Donc la plupart des nichoirs, on essaie de les installer maximum au cours de l'hiver, et puis pareil pour les plantations de haies. On va falloir intervenir au moment où les arbres n'ont plus de feuilles pour que ce soit moins traumatisant le fait d'être transplanté. Donc pareil, c'est des chantiers qui vont se réaliser à l'automne. Et puis en fait, finalement, les agriculteurs sont plus disponibles à l'automne et à l'hiver. Donc c'est aussi le moment avec lequel on va pouvoir plus facilement travailler avec eux. Donc c'est un moment auquel ils vont être plus disponibles. Donc sachez que c'est le moment, là on arrive du coup dans le moment où tous ces chantiers peuvent plus facilement s'organiser et même s'organiser tout court parce qu'au printemps ou à l'été, ça va pas être la bonne période. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Pierre. Oui, ma question, sur le site de Paysans et des Ailes, donc on voit le territoire français avec les agriculteurs qui sont déjà engagés. Et comment peut-on savoir le nom des agriculteurs qui sont présents sur notre territoire et qui sont engagés dans ce projet de Paysans et des Ailes, quoi. Alors effectivement, je pense que c'est alors, le but du coup du site. Donc j'ai dit qu'il y avait un peu un catalogue d'idées d'aménagement, mais il y a aussi une idée de valorisation des agriculteurs qui sont engagés du coup dans la démarche, mais une valorisation qui est entre guillemets anonyme. Donc en fait, le but c'est plutôt de valoriser la profession plus que des personnes en tant que telles. Pour différentes raisons, je pense que notamment c'était pour éviter que certains agriculteurs puissent être pointés du doigt à travailler avec la LPO. Je pense qu'il y a en partie de ça, peut-être d'autres raisons. Je les connais pas forcément, je vous dis peut-être une bêtise en disant ça. Mais en tout cas, effectivement, la valorisation, du coup, elle se fait plutôt donc anonymement. On va connaître la commune où est l'agriculteur, mais sur le site des Terres et des Ailes. Mais on va pas du coup connaître son nom. Par contre, nous, donc c'est pareil, je pense en fait, faut aller demander aux salariés référents et du coup, nous, on a nos listings d'agriculteurs avec lesquels on travaille. Et généralement, du coup, ceux qui sont inscrits sur le site des Terres et des Ailes, c'est ceux avec lesquels on travaille, quoi. Parce qu'en fait, c'est souvent par nous qu'ils ont connu l'existence de ce site-là. Et c'est aussi, du coup, par vous qui peuvent connaître l'existence de ce site-là, parce que certains ont pu déjà réaliser des choses sans forcément même avoir sollicité la LPO pour le faire. Et puis, pour une raison X ou Y, qui rentrent en contact ensuite avec la LPO, c'est bien de leur faire connaître le site pour qu'ils s'y inscrivent s'ils le souhaitent, pour qu'ils puissent valoriser ce qu'ils ont déjà fait, et puis aussi pour qu'ils puissent accéder, du coup, enfin,
non, ils n'ont pas besoin de s'inscrire pour accéder aux idées d'aménagement, mais en tout cas, ils peuvent consulter le site pour pouvoir avoir voilà, d'autres idées d'aménagement et de choses qu'ils peuvent faire. Donc c'est aussi dans le rôle du coup de toutes les personnes qui s'intéressent de faire connaître ce site-là qui est assez intéressant, je pense, pour l'agriculteur. Merci. Que d'une manière générale, il y en a qui ont envie de s'investir dans le programme d'une manière ou d'une autre et qui savent pas là tout de suite comment faire ou encore ça a encore besoin de mûrir un peu tout ça et de voir si après voilà, vous allez vous y investir ou pas. Ou est-ce que si on a des sollicitations, parce que donc, de temps en temps on essaie de faire des articles où on essaye de donner du coup nos coordonnées pour que du coup des agriculteurs puissent nous contacter à ces sujets-là, parce que déjà il faut qu'ils le sachent qu'on est volontaire pour les accompagner, qu'on a du temps pour le faire. Si on a des sollicitations dans ce sens, est-ce que certains d'entre vous, parmi nous du coup ce soir, se sentent soit autant d'aller faire des inventaires, soit d'aller donner un coup de main pour faire un aménagement dans le cadre d'un chantier participatif ou ce type de choses? Est-ce que ça intéresse certaines personnes? Oui, pour répondre à votre interrogation, moi, ça m'intéresse de participer. Après, voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, je peux participer à un chantier, à faire des inventaires ou quoi que ce soit. Au contraire, ça m'intéresse énormément. J'essaye aussi de le faire chez moi, mettre en place ce qu'il faut pour préserver la biodiversité. Après, c'est vrai que autant je trouve ce programme et cette démarche auprès des agriculteurs très intéressante, autant je ne me sens pas du tout pour l'instant la légitimité pour le faire, ni la connaissance, sans avoir peut-être un binôme ou un tuteur ou voilà, un collègue peut-être plus aguerri sur le sujet qui pourrait intervenir avec moi. Donc pour l'instant, plus en participation à des chantiers que réellement à l'initiative d'une démarche auprès d'un agriculteur. Ça marche. Et alors, après, du coup, en complément des chantiers participatifs, il y a aussi la possibilité de nous accompagner sur le terrain, du coup, les salariés sur différentes choses et du coup d'être en binôme justement pour, d'une part, entendre notre discours, comment on amène les choses du coup auprès des agriculteurs et puis aussi voir comment on procède sur des installations de nichoirs. Quelquefois, enfin, quand il n'y a que quelques nichoirs installés, on peut y aller à 2 ou 3, c'est largement suffisant. Et du coup, ça peut être ça, effectivement, de nous accompagner sur des petites installations ponctuelles comme ça ou même des visites d'exploitation. À la fois pour rencontrer l'agriculteur, mais aussi pour commencer à regarder ce qu'il y a comme espèce ou compléter la base de données. Il ne faut pas hésiter, du coup, effectivement, à solliciter dans le Puy-de-Dôme, Clément, dans le Cantal, Anthony, et en Haute-Loire, moi-même. Et puis, du coup, dans l'Allier également, Clément, pour venir nous accompagner sur le terrain quand on y va. Donc, on n'a pas beaucoup de jours dans l'année qu'on peut y consacrer, hélas, mais on va quand même faire des choses. On fait des choses tous les ans là-dessus et du coup notamment là dans le Puy-de-Dôme, il y a aussi Jean-Jacques Lallemand qui est très investi sur la question et qui s'occupe d'un projet près de Clermont-Ferrand, la plaine de Sarliève, vous avez dû en entendre parler peut-être. Et du coup là pareil, il y a des choses qui ont été démarrées au niveau des inventaires. Je pense qu'il va y avoir peut-être des choses qui commenceront sur des aménagements dans les mois ou années à venir. Donc pareil, il ne faut pas hésiter à solliciter Jean-Jacques pour aller faire ça avec lui et puis pour nous accompagner sur le terrain et participer autant aux inventaires qu'aux aménagements et à l'accompagnement de manière plus générale des agriculteurs. Je vois l'heure qui tourne. Du coup, oui, si vous avez envie de vous investir, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'appeler le standard. Parce que Clément, voilà, vous n'avez pas le nom de famille et le numéro de téléphone, donc du coup, juste de nous appeler tout simplement ou nous envoyer un mail si jamais vous avez envie de vous investir sur cette action pour que je vous donne le contact du référent. Merci à Sébastien pour sa présentation et je voulais vous inviter du coup à... Ah si, il y avait une chose. Sébastien a parlé des diaporamas. J'avoue que les autres jeudis nature, je n'ai pas partagé les diaporamas parce que quand j'ai pas votre adresse mail forcément en fait de la liste.
Je peux télécharger la liste de présence, mais juste votre nom et votre prénom. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour avoir ce diaporama, pareil, je vous invite à m'envoyer un mail pour que je puisse vous le transmettre. Après, je pense que la plupart des informations, vous le retrouvez sur le site des Terres et des Ailes, il me semble. Voilà. Et sinon, bah, je voulais vous dire merci à vous tous et puis vous donner rendez-vous au prochain Jeudi Nature qui sera le 18 novembre sur le Grand-Duc. Ce sera avec Cyril Jalajas. Voilà, donc ce sera ciblé sur une espèce. Voilà, donc merci et bonne soirée à vous tous. Merci Audrey pour Merci l'organisation beaucoup. et l'animation. Merci à vous, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à Merci, tous. au revoir. Au revoir. Au revoir.